Bonjour, bienvenue à une autre édition des Salles du français. Mon nom est Pierre-Luc Desroses et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Rémi Bégin. Rémi, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien. Quand on m'a parlé du projet de faire les Salles du français, premièrement, j'étais agréablement surpris. Je trouve que c'est un beau projet. Ben oui. Puis, tu sais, la langue française, ça fait partie intégrale de ma job. J'ai eu un background, évidemment, du côté de la gestion où j'ai peaufiné mon français écrit, mon français oral aussi. Maintenant, je suis dans le milieu des médias. Évidemment que le français prend une place assez importante dans ma vie. Pour ta part, ça a-tu toujours été quelque chose d'important pour toi, la langue française? C'est depuis un peu que j'ai compris qu'on était engloutis dans une mer anglophone. Tu sais, étant jeune, tout ce qu'on voyait autour de nous, c'était en anglais. Les publicités sur les boîtes de céréales, c'était tout le temps de l'anglais traduit en français. Tous les appareils électroniques, les fonctions sont écrites en anglais. Même que j'ai connu le temps que les manuels d'instruction venaient juste en anglais avec les articles. Puis là, je me disais, coudonc, c'est donc bien compliqué d'être francophone. Puis pourquoi qu'on est comme ça? Puis là, c'est là que j'ai compris que on était quand même des francophones qui résistaient un peu à la langue anglophone ici. Fait que oui, depuis ce temps-là, ça a pris une importance assez grande dans ma vie. Puis je trouve que c'est le fun de préserver cette culture-là qui nous reste. Je partage aussi avec toi, au niveau de l'enfance, là, on est les deux début trentaine, puis je me rappelle de l'époque où on jouait à des jeux vidéo, puis c'était uniquement en anglais. Oui. Il n'y avait pas les traductions comme on a aujourd'hui. C'était une petite difficulté de plus, hein, quand même, pour... Ben, tu sais, oui, ça nous forçait, si on veut, à aller regarder un peu ce qui se fait du côté anglais. Puis moi, je suis bien content d'avoir un petit peu développé l'anglais de cette façon-là, à travers les jeux vidéo, à travers la musique, ces trucs-là. Mais tu l'as dit, là, normalement, on est chez nous, on devrait au moins avoir le luxe d'avoir des produits dans notre langue. Puis c'était pas rare, justement, dans des manuels d'instruction qu'on était obligé de se débrouiller avec l'anglais. Je pense qu'on a fait un pas de géant à ce niveau-là, notamment niveau jeux vidéo. C'est quelque chose maintenant qui est disponible habituellement en français. Il y a toujours une version française. Pour ce qui est des œuvres, puis tu sais, ça, j'aimerais savoir un peu ton avis là-dessus. Traduire une œuvre, traduire un film, traduire une chanson, comment tu vois ça? Parce que tu sais, ça reste que souvent l'artiste va avoir performé en anglais ou tu sais, le film va avoir été produit en anglais. Comment tu vois ça, la traduction française? C'est quoi tes préférences à ce niveau-là? Ben, traduire un film en français, moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'on peut l'écouter. Tu sais, l'anglais, je vais le comprendre, mais pas par réflexe. Là, faut que je me force, faut que je me concentre. Le français, je vais le comprendre tout de suite. Traduire une chanson, je suis plus ou moins sûr que c'est une bonne idée, parce que je pense que l'essence de la musique va être prévue pour être en anglais. Ça peut sortir des drôles de traductions. Ben, on l'a déjà vu, tu sais, je me rappelle souvent, ou c'est pas rare, souvent, ce qu'on va faire, on va ajuster un refrain. T'sais, on va y aller avec seulement un refrain qu'on va traduire, puis y aller en français avec le refrain. Pour ce qui est de la musique, je suis un peu à la même place que toi. Je trouve que c'est difficile d'aller travailler l'œuvre, puis que ce soit fidèle à ce que le créateur avait pensé faire. Ça ressemblera pas à ce que c'est supposé de ressembler. C'est sûr que il y a des meilleures traductions que d'autres. Si c'est traduit un peu bon marché, ça peut être bizarre un peu. Effectivement. Si ça a à être traduit, à ton avis, à toi, est-ce que tu préfères voir un film avec une traduction française, avec des comédiens français qui vont traduire l'histoire, ou si tu préfères voir des films à la Slapshot traduits par des Québécois avec des traductions québécoises, un peu comme les Simpsons l'ont fait durant les années 90? C'est une bonne question. Je pense que ça peut dépendre du film, de ce que le film veut apporter. Quelque chose qui va être... caractère historique, full éducatif. Peut-être que je vois mieux une traduction française, mais mettons le film Trailer Park Boy, la traduction québécoise de ce film-là, je l'ai tout le temps aimé. Ouais. C'est plus divertissant, côté comédie, peut-être une traduction québécoise, mais tu sais, si c'est pour montrer un peu comment que la langue va être raffinée en français, ça risque d'être mieux. Okay. Je suis à peu près à la même place que toi. C'est bizarre de dire ça, mais souvent les comédies vont se prêter mieux à une traduction québécoise versus un film un peu plus sérieux ou un peu plus précis. Puis tu sais, personnellement, je veux dire, j'aime regarder des films dans la langue originale anglaise, mais en même temps, lorsqu'on tombe dans des sujets extrêmement spécifiques, bon, exemple l'aviation, des bateaux, des navires, des trucs du genre, je m'y perds un petit peu dans le jargon anglophone avec lequel je suis moins à l'aise. Mais je trouve qu'on fait quand même du beau travail au niveau de la traduction. Puis j'ai regardé des films aussi qui étaient dans différentes langues, puis souvent, c'est beaucoup moins bien fait que lorsqu'on traduit en français. Les traductions françaises sont extrêmement bien faites. Des fois, le son, ils sont mieux. On dirait que juste
l'arrangement sonore va sonner mieux en français. Mais j'ai l'impression que peut-être à travers le temps, on fait partie de ceux qui ont traduit le plus de films. Je sais pas, je peux pas parler pour les autres nations, mais si, exemple, on traduit moins de films en russe, ça se peut que les traductions soient un peu plus ordinaires versus la quantité de films hollywoodiens qui ont été traduits en français. Je pense qu'à ce niveau-là, on a vraiment quelque chose d'intéressant pour ce qui est des francophones. À partir de quel moment toi, tu as commencé à bâtir un intérêt pour le français? Est-ce que c'était durant ton secondaire, un peu plus après ça? C'est à quel moment où tu as eu le déclic? OK, la langue française, c'est important, puis j'ai le goût de la perfectionner. Je pense que c'est quand j'ai compris le principe de comment l'écrire, sans trop faire de fautes, parce que la langue française, c'est quand même une langue capricieuse. Mais il y a une logique à toutes les petites règles de grammaire qu'on apporte, toutes les ponctuations, ça a quand même une logique. Puis quand j'ai compris le principe, j'ai dit, crime, c'est quand même une belle langue raffinée. Je trouve qu'il y a beaucoup de mots en français. Un français qui est bien maîtrisé, tu vas dire beaucoup de significations en peu de mots. Oui. Je prends un exemple, un même que j'ai vu sur Facebook, qui disait les Anglais ne doivent pas nous comprendre. Mettons, il prenait l'exemple de quand on dit qu'est-ce que c'est que cette chose-là, en pointant un objet quelconque. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est un français qui est mal utilisé, parce qu'en réalité, tu aurais juste à pointer l'objet puis dire, mettons, qu'est-ce? On va comprendre une syllabe. Puis en anglais, ben, ça va être, mettons, what's that? Ouais. Mais tu sais, on met plus de signification en moins de syllabes. Ça, c'est un français qui est bien maîtrisé, puis un français ça peut s'apprendre. Tu peux apprendre le français à mieux le maîtriser toute ta vie, si tu veux. Là. C'est une langue vraiment complexe, intéressante, je trouve. De par la lecture, je pense que c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas pouvoir améliorer ton français. Tu as mis le doigt sur quelque chose. Le vocabulaire est tellement riche en français que tu crées moins d'ambiguïté. Tu es capable d'utiliser des mots spécifiques pour chacun des gestes, chacun des événements. Tout ce que tu vis, tu es capable de le détailler avec des mots spécifiques. Chose que certaines langues ne te permettent pas de faire. Oui, on va considérer ces langues-là plus simples, mais en même temps, ils vont être beaucoup moins riches. Puis c'est un peu ce qui fait la couleur du français, à mon avis. En déterminant, on a quand même la différence entre un gars et une fille. Ah, absolument. Ce que l'anglais n'a pas, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Absolument. Tes performances académiques, tu sais, quand tu étais plus jeune, bon, on parlait tantôt au niveau primaire, niveau secondaire, le français, c'était quoi? Est-ce que c'était une de tes forces? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait un peu travailler un peu plus fort? C'est comment que tu as vécu ça? Quand je me concentrais à bien travailler, le français, j'aimais ça. Tu sais, des productions écrites, ça allait chercher un peu l'imaginaire. Tu t'inventais une histoire, puis tu pouvais y aller un peu artistiquement de ta personne. Mais il a fallu que je comprenne le principe, parce que quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi on met les R, accent aigu, ça, j'ai pas trop eu de misère, mais tu sais, le français, il y a des exceptions, il y a toutes sortes de règles à apprendre. Les masculins et féminins, c'est juste du par cœur, on n'a pas de règles pour savoir les mots. Ouais. Fait que, tu sais, au début, j'aimais moins ça, mais plus vieux, j'ai comme compris que c'était comme un petit héritage qu'on avait. Là, je me suis mis à plus apprécier ça, puis à plus me concentrer à l'écrire comme il faut. OK. Personnellement, moi, je l'ai vécu beaucoup plus tard. Dans ma vie professionnelle, je te dirais que c'est à ce moment-là que j'ai appris à donner de l'importance à mon français, notamment mon français écrit. Le français oral, ça n'a jamais nécessairement été une de mes faiblesses. Là. Ça a toujours été quand même relativement bien. Par contre, pour ce qui était du français écrit, ça a toujours été tout au long de mon cheminement scolaire quelque chose de compliqué puis quelque chose de difficile pour moi, par pur manque d'intérêt puis par pure paresse, je te dirais. Puis lorsque je suis arrivé dans le milieu professionnel, bon, j'ai eu un poste de gestion. J'avais pas le choix. J'étais porté à écrire des procédures, j'étais porté à composer des courriels à des gens assez importants, des clients à l'externe. Puis c'est à ce moment-là que tu comprends que... On peut pas faire de faute là, quand on... C'est ta crédibilité, en fin de compte, qui est attaquée lorsque tu as de la difficulté à écrire. Puis en même temps, ça prend pas beaucoup de temps pour s'ajuster, ça prend pas beaucoup d'efforts pour aller chercher les mots adéquats, ne serait-ce que par les autocorrecteurs. Puis tu sais, quand ça fait 4 fois que tu te fais corriger ton mot, ben, à un moment donné, si t'es pas foutu de l'apprendre, c'est toi qui as un problème. Ben, quand on se pose la question comment l'écrire le mot, on risque de mieux retenir ce qu'on va trouver comme réponse. Fait que, exact. Au lieu de l'écrire... fait ça de même, puis il nous explique des fois pas trop pourquoi, parce que les règles écrites en français, ils servent surtout avec la ponctuation. Oui, ça sert à, quand on lit, pour mieux comprendre la signification en lisant. Oui. De savoir, tu sais, tout T-O-U-T, ça va parler d'objet, T-O-U-S, on va parler d'un groupe de personnes. Tout ben, ça va être personne au féminin. Fait que quand on lit et qu'on comprend tout ça, ben, on se fait plus une idée de quoi il s'agit en lisant. Ah, totalement. Maintenant, en fait, l'aspect français, la fierté qu'on a à parler le français, puis je pense que tantôt tu as mis le doigt dessus.
moi, personnellement, puis j'y vais de mon opinion, l'espèce de complexe d'infériorité qu'on ressent avec notre langue, de toujours se mettre des clôtures autour des frontières puis se dire, OK, il faut protéger notre langue. Je comprends qu'il faut la protéger, mais de jouer un peu à la victime, moi, personnellement, je pense pas que c'est le meilleur cheval de bataille. Puis je te donne un exemple, j'aimerais mieux qu'on joue sur notre fierté puis sur notre patriotisme pour promouvoir notre langue, pour bien vendre notre langue, pour faire découvrir notre langue, au lieu d'essayer de se refermer sur nous-mêmes puis de se dire, OK, il faut à tout prix qu'on garde cette ressource-là puis que personne touche à ça. Au final, je pense qu'on a intérêt à essayer d'élargir nos horizons puis de faire découvrir cette langue-là. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est pas de se fermer... aux anglophones qui pourraient venir ici, puis je les accueille à bras ouverts. Je pense qu'on devrait justement mieux vendre notre langue, premièrement, aux gens du Québec qui sont francophones. Essayer de les inculquer l'importance de ce qu'on parle, de bien l'écrire, de bien le parler. Oui. Ça serait déjà le meilleur des débuts pour être peut-être considéré au-delà de nos frontières, puis d'essayer après ça vendre aux autres langues tout le raffinement qu'il y a dans la langue française. Absolument. Puis tu sais, personnellement, je suis quelqu'un qui se passionne pour les langues. Tu sais, je suis capable de parler, tu sais, je suis bilingue du côté de l'anglais, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, ça fait partie d'un de mes rêves, ça, d'apprendre soit le mandarin, soit l'espagnol, tu sais, d'aller chercher une langue, puis ce qui va faire en sorte que je vais me tourner vers une langue plutôt qu'une autre. C'est de voir la beauté de cette langue-là puis qu'est-ce que ça peut m'apporter au point de vue personnel. Puis je pense que le français a quelque chose d'intéressant puis d'attirant aussi à ce niveau-là. Vraiment, ce qui est le fun d'apprendre une autre langue, c'est que tu comprends un peu la perception du peuple qui parle cette langue-là. Oui. Parce qu'on pense, par rapport à la langue qu'on parle, par rapport aux mots qu'on utilise, ça va être ça qui va faire la perception des choses qu'on voit puis de comment qu'on perçoit le tout. Puis quand on apprend une autre langue, ben, tu apprends comme... la manière de penser de l'autre peuple. Oui, parce que souvent, tu vas réfléchir d'une façon différente lorsque tu vas construire tes phrases. C'est que ça va t'apporter une autre approche sur des événements qui sont similaires, mais tu vas le voir d'une autre façon. Maintenant, toi, mettons, si tu as sorti un peu du Québec, si tu as visité des endroits un peu plus où l'anglais dominait, ce serait-ce qu'à Montréal, exemple, c'est quoi l'interaction que tu as eue avec les gens qui avaient une autre langue? Tu sais, comment tu as été reçu, mettons, soit par, je sais pas, des gens qui parlent espagnol, des gens qui parlent anglais, puis lorsqu'ils se rendaient compte que tu étais un francophone, comment tu as été reçu? Bien, souvent, ils considèrent, mais la langue est tellement dure pour eux de l'apprendre que c'est rare que les gens vont se forcer à m'aborder en français ou même me répondre en français. Tu sais, il y a beaucoup d'anglophones qui, mettons, j'étais plus jeune, je leur disais, je parle pas en anglais, en français, puis ils continuaient de parler en anglais par-dessus, sans jamais faire d'effort, puis... C'est bon le point que tu amènes parce que je l'ai vécu. Bon, je me suis promené beaucoup à Montréal dans les dernières années, dans les derniers mois, puis dans des secteurs plutôt anglophones. Puis d'emblée, je me faisais aborder « Hi ». Tu sais, je me faisais d'emblée aborder en anglais. Et lorsque je répondais « Hi, how are you doing », ben là, la personne se rendait compte que j'avais un accent, puis par la suite, venait à me parler en français. Donc, on était deux francophones qui s'abordaient en anglais par pur réflexe au Québec au lieu de le faire en français. Puis, tu sais, je pense qu'on a intérêt justement à ne pas... Tu sais, on est au Québec. Faut du moins aborder les gens en français pour leur signaler, OK, voici ma langue maternelle, voici la langue dans laquelle je vais t'aborder, puis, tu sais, justement, laisser un peu de côté l'anglais à ce niveau-là. Essayer en premier lieu avec le français. C'est à Montréal, là. C'est accepté. Montréal est assez cosmopolite, là. Ouais. Mais oui, effectivement, puis c'est ça, on le reconnaît par l'accent ou une autre expression pour définir un accent, on peut appeler ça une variation régionale. Oh! J'aimais le terme. Mais ouais, ça se reconnaît assez bien. Puis, ben, c'est ça. En fait, avoir le réflexe de s'aborder en français, ça serait, comme on parlait un peu tout à l'heure, de maintenir la fierté de notre langue, puis des trucs comme ça qui sont pas de se fermer aux autres langues qu'il y a. Parce que moi, personnellement, tu te dis, je vais dans un milieu que c'est d'autres langues, j'aime ça apprendre les autres cultures, les autres langues. Ouais. J'ai fait un peu de l'humanitaire à Cuba, fait que j'ai un petit background en espagnol, puis j'aime ça apprendre de même, justement. Ouais. Puis après ça, tu leur enseignes des mots dans ta langue, tu en enseignes eux, tu sais, comment... Tu peux enseigner quel est le compliment le meilleur à dire à une fille à une autre langue. C'est des choses qui peuvent être le fun à montrer ou à apprendre. Ah oui, absolument. Puis tu sais, pour m'être promené un petit peu, que ce soit Boston, que ce soit New York, dans des grandes villes américaines de la côte Est, puis même du côté de la Californie, les gens l'entendent que j'ai un accent et puis rapidement, ils vont être capables de dire « Oh, OK, tu viens du Québec », notamment dans le secteur du Massachusetts, bon, Boston, New York. Tu sais, c'est des villes où est-ce que lorsqu'on se promène puis qu'on parle français, ils vont être capables de nous associer d'emblée à notre région. Puis ça, c'est une certaine fierté parce que si je viens, je ne sais pas, moi, de l'Ontario puis que je suis anglophone, ben je vais passer un peu inaperçu, là,
versus quand je suis assis dans les estrades à Boston, puis que je sais pas, je parle avec ma conjointe, puis tout d'un coup, il y a un couple derrière nous. Ah, you guys, vous venez de Québec. Donc, ils sont capables de créer un lien, puis on était super bien reçus, peu importe les endroits où on s'est promené. Lorsque les gens voient qu'on parle français, je pense qu'on a une belle réputation, les Québécois. Puis c'est une façon de nous reconnaître, là, le fait qu'on parle en français des fois à travers les gens. Puis c'est toujours drôle de voir justement quelqu'un qui vient des États-Unis puis qui se retourne vers nous puis qui fait « Ah, vous venez de Québec, puis c'est une belle place. » Puis je trouve qu'on a un gain à ce niveau-là. Puis c'est le fun. C'est intéressant. Là. Je pense que les gens, il y en a qui sont au courant qu'on essaie de se battre pour garder notre langue depuis des années. Absolument. Les gens ont quand même une sympathie puis un respect pour ça. C'est d'ailleurs une parole que j'ai entendue d'un Ontarien qui était anglophone, là, que j'ai vu sur un camping l'été, puis qui me disait ça. Ouais, on vous respecte, on sait que vous vous battez pour garder votre langue, puis on respecte ça, puis j'étais content. Oui, clairement. Un petit chaud au cœur. Que les gars sachent qu'on a un certain sentiment d'appartenance à notre langue, ben c'est le fun, puis que ce soit reconnu à travers le pays, à travers les États-Unis, c'est plaisant aussi. T'as un background de musique, j'ai un background de musique, on a joué pas mal à travers, toi du côté plus hip-hop, moi du côté plus rock. Personnellement, la musique qu'on a fait, moi de mon côté, c'était essentiellement en anglais. Toi, je sais que tu produis en français aussi. As-tu déjà travaillé avec d'autres langues? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes travailler le français dans tes textes? C'est vraiment l'idée de garder ma langue. Je trouve ça important d'écrire en français. Puis oui, des fois, c'est plus dur. Il me semble, pour aborder une feuille de papier pour écrire des paroles quand j'étais jeune, c'est sûr que c'était des mots en anglais que j'écrivonnais un peu au début. Ben oui. En français, il me semble que ça sonnait... On n'était pas habitués, on n'assumait pas encore notre langue, surtout l'accent québécois en plus. Ouais. C'est pour ça que les premiers qui écrivaient du rap, souvent, tu avais un petit accent à la française dans leur manière d'écrire puis de rapper ça. Puis non, je trouvais ça important de développer ça en français. J'aurais pu écrire en anglais, j'aurais eu autant de plaisir, mais j'aurais pas eu ma petite satisfaction de travailler pour ma francophonie. Là. Personnellement, le français est tellement une langue importante, c'est tellement précis, c'est tellement spécifique comme terme que j'avais de la difficulté à écrire en français parce que je me sentais trop proche du message que j'envoyais. Tu sais, en anglais, je trouvais ça plus facile pour la simple et bonne raison que j'étais plus à l'aise de me dire, tu sais, le message était plus flou, il était plus vague, il était moins précis que celui qu'on pouvait composer en français. Puis comme, tu sais, les textes faut que tu sois assumé là, pour être capable d'écrire en français. J'avais un petit peu cette difficulté-là de m'exprimer comme il faut en français puis d'être assumé à travers ça. C'est que le message en anglais qui pouvait être interprété de plusieurs façons me convenait mieux. Mais tu sais, selon moi, c'est un défi supplémentaire d'être capable d'écrire dans sa langue puis de faire valoir ses points à ce niveau-là. Veux-tu, mon opinion, je pense que pour le rock, c'est peut-être un petit peu plus dur chanter. Ouais. Je pense que du rap, on a une petite facilité de plus. La manière de chanter les paroles n'est pas pareille. C'est surtout axé sur les rimes qui vont se passer entre les mots. Je pense qu'on a un petit avantage à ce niveau-là. Fait que, ceux qui sont plus rock et qui écrivent en anglais, pas pour dire que je les comprends. À mon avis, ils devraient se forcer pour écrire en français. Ouais. Mais je les comprends quand même un peu. Oui, puis en même temps, souvent, on va voir des groupes de différents pays, que ce soit européens, que ce soit de l'Amérique du Sud, que ce soit asiatique, qui vont écrire en anglais. Tu sais, l'anglais est devenu une langue tellement reconnue musicalement parlant que c'est rare qu'on va voir un band émergent de Suède chanter suédois. Malheureusement, ça va être un band qui chante en anglais qui va sortir puis qui va se retrouver. Au même titre que nos artistes québécois francophones, mis à part dans les pays, c'est-à-dire la Belgique, la France, la Suisse, c'est difficile pour eux de percer du côté des États-Unis pour la simple et bonne raison qu'on chante en français. C'est ça. Mais c'est pas impossible. Tu te rappelles la chanson, il y a quelques années, le Gangnam Style, qui avait le premier clip qui a pogné le milliard de vues sur YouTube. C'était en coréen, je pense, ou en tu vois, c'est une langue asiatique très incompréhensible. Ouais. Et pourtant, ça a pogné. Fait que ça se peut, ça se fait. Effectivement. Celui qui travaille fort, il n'y a rien qui se peut pas. Là. On lancera les fleurs à celui qui réussira à le faire au niveau international en provenance du Québec. Les exceptions de la langue française, parce que c'est quelque chose qui est propre à la langue française, d'avoir extrêmement d'exceptions. Y en a-tu qui te touchent plus que d'autres? Y en a-tu qui te font plaisir plus que d'autres du côté des exceptions? Mettons les festivals au pluriel. Festivals auraient pu faire le travail. Oui! Oui! Absolument. Effectivement, ça en fait partie. Moi, j'aime beaucoup ceux avec la phonétique, c'est-à-dire nénuphar, éléphant. Il me semble qu'il y a une lettre qui sert à F au lieu de PH. Oui, mais oui.
T'aimes-tu ça? Ben, moi, je trouve que ça fait la beauté de la langue française. Oui. Puis quand tu es capable de l'écrire, puis quand tu le maîtrises, tu as une longueur d'avance sur les autres. Il y a beaucoup de mémoire à travers de ça. Je sais que ça doit provenir probablement de l'essence même du mot, là, c'est-à-dire dans la langue primaire où lorsqu'on est allé chercher ce mot-là, j'imagine que le PH était utilisé au lieu du F. J'ai l'impression que ça sonne pas exactement pareil dans mon idée. Le PH, peut-être qu'il est plus subtil, que le F va être plus franc. Ouais, possible. Un franc écrit avec PH, ça serait bizarre parce que c'est ça. Mais je sais pas si peut-être c'est moi qui hallucine. Mais c'est ça, c'est peut-être une perception qu'on a de par l'habitude de l'utiliser plus que de le prononcer. T'sais. Mais ça fait partie. Moi, je trouve, surtout au niveau phonétique, je trouve ça intéressant, versus les accords de verbes et ces trucs-là. Je trouve que c'est plus intéressant justement de voir la phonétique avec des drôles d'associations de lettres. T'sais, igloo, ça aurait pu être igloo au U là, au lieu d'être au. Ben oui, oui. Tout à fait. Il y a énormément de termes comme ça avec les exceptions qui moi, me font plaisir. J'ai l'impression que ça amène un raffinement dans la langue écrite. Oui. C'est beau. Quelque chose que j'aime dans la langue, c'est les lettres muettes. OK, oui. Les prénoms de famille, mettons Lanier, qui s'écrit L-A-S-N-I-E-R, on le prononce pas. Oui, les S muets, toutes les lettres muettes, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais ça, des chaînes, il y a un S à travers qui sert pas à... Mais moi, je les vois assez bien. Là. C'est rare que je prononce une lettre muette que je ne devrais pas prononcer. Absolument. Les terminaisons des verbes, le pluriel d'utiliser un S qui est une lettre qui tu sais, je veux dire, serpent, il y a un S qu'on entend, puis si on est au pluriel, il y en a un qu'on n'entend pas. Tu sais, tu vois, c'est quand on le lit. En le lisant, tu vas voir le S, il parle de plusieurs serpents. Absolument. Tu sais, serpent, autant il y a un T dans le mot serpent qu'on prononce pas. Mais tu sais, mettons, pour compter, faire le décompte, il y a un P qu'on prononce pas. Absolument. C'est ça, j'aime ça, ces affaires-là. Je pense que les lettres muettes, j'avoue qu'on a quelque chose à cet endroit-là aussi. Y avait-tu d'autres sujets que tu voulais qu'on aborde, mon cher? Non, j'avais fait une liste de mots qui sont juste en français, qui on n'a pas en anglais. OK. Bien. Ah oui, tu sais, un dépaysement. C'est un mot... dépaysé. Ça, effectivement. Juste en français, ça ne se traduit pas. On en a plein. Il y avait flâner. Flâner. Ça signifie errer sans but, un peu. Là. Ouais, je comprends. Il y a des équivalents. Oui, il y a moyen de le contourner avec l'anglais, entre autres, mais il n'y a pas de terme spécifique comme le terme flâner. C'est pour dire que le français est une langue complète. Un qu'on avait parlé là, entre nous dernièrement, un fleuve. Je l'aime, ce mot-là. Absolument. Puis, c'est pas dans la langue anglaise. Puis moi, ce que j'aime, c'est que, un fleuve veut dire un cours d'eau remarquable qui est connecté directement à l'océan. Oui. Fait que, mettons, ça donne une position géographique. Tu arrives à une place, avant qu'il y ait les GPS, les cartes, tu voyais ici le fleuve Saint-Laurent. Tu savais quand le suivant... il est par là. Oui. Position géographique tout de suite en partant. Effectivement. Non, c'est des mots très intéressants. J'ai vu que notre français québécois, il tient son origine de la langue parisienne du 18e siècle. OK, donc il y a plusieurs mots que nous utilisons présentement couramment dans la langue française au niveau du Québec qui sont, ma foi, démodés. D'origine du vieux français. Il y en a quand même quelques-uns, mais un principal qui m'a fait rire, c'est de la garnotte. Oh, okay. Garnotte est un héritage du vieux français, là, de la langue parisienne dans le temps, qui nous est resté, qui signifie petite pierre. J'ai l'impression que tu utilises le terme garnotte avec présentement un Marseillais, il n'y aura aucune idée de quoi on y parle. Je pense que non, puis ça sonne vraiment québécois. Là. Oui, pourtant, c'est un héritage du vieux français qui nous reste. Ah. Je pense que les historiens français, il y en a sûrement qui le font, mais qui auraient avantage à venir ici peut-être pour étudier. Puis ils trouveraient plein de mots comme ça de leur vieille langue. Ouais. Pas beaucoup. C'est sûr que le français, il a évolué. Ils ont évolué indépendamment, les deux, de chaque côté de l'Atlantique. Tout à fait. Mais il en reste quand même quelques-uns de même qui sont le fun. All right. Écoute, je te remercie d'avoir pris un moment qu'on puisse discuter ensemble de la langue française. Ça fait plaisir. Je sais que les deux, on a la langue française quand même assez haut à cœur. J'espère que les gens qui vont nous avoir écoutés vont avoir été autant divertis puis vont avoir appris des choses. Mais c'était notre philosophie, si on veut, sur la langue française. Rémi, je te remercie beaucoup. Ben oui, ça me fait plaisir. Puis merci à toi aussi, au nom de moi-même et de la langue française au complet. Absolument. C'était le podcast Les Salles du français avec Pierre-Luc Breton-Desroses et Rémi Bégin.